avec un grand plaisir que je me propose de vous traiter de l'anatomie du goût du vin. Un double plaisir parce que le premier plaisir est celui du vin et avant tout de sa dégustation. Nous avons la chance à Bordeaux d'avoir une école, une faculté d'œnologie qui délivre un diplôme d'aptitude à la dégustation des vins et d'autre part pour ce bonheur anatomique de présentation globale. Mais il nous faut d'abord définir avant tout ce que c'est que le goût du vin et bien sûr la dégustation. En fait, dans cette anatomie du goût du vin, eh bien, nous allons mettre en place les différentes structures. Nous allons mettre en place les différentes structures qui interviennent. Avant tout, bien sûr, les voies aérodigestives supérieures, qui sont les voies utilisées par la dégustation telles que nous allons la définir ici. Bien sûr, et avant toute chose, les fosses nasales, séparées de la cavité buccale par le palais, et dans la cavité buccale, bien sûr, cette langue très particulière dont on va voir qu'elle joue un rôle très important dans la construction du goût du vin. Et bien évidemment, plus que tôt que de définir des structures complexes de distribution ventilatoire à la fois et digestive, à la fois trachéenne et œsophagienne, il nous faut avant tout définir ce qu'on appellera la tache jaune, cette tache jaune très importante qui est en lame criblée de l'ethmoïde qui le mettra en rapport avec, au travers de celle-ci, le bulbe olfactif. Il est bien certain que dans cette anatomie du goût du vin, nous allons définir en fait différentes zones. Et ces différentes zones peuvent être définies de la manière suivante. D'abord, la partie ventilatoire et le goût du vin sera essentiellement, comme vous l'avez parfaitement deviné, une sensation olfactive qui est due à la diffusion dans la tache jaune de différentes molécules. On le redira tout à l'heure. Et c'est dans un deuxième temps, lorsque le vin sera dégusté en intrabuccal, jusqu'à en être avalé, que nous verrons alors, nous pourrons assister alors à quelque chose d'extraordinaire, ce que les œnologues connaissent bien, qui est ce que l'on appelle la rétro-olfaction. On pourrait définir ainsi une antéolfaction, celle de la première approche, presque nociceptive, différente bien sûr de la rétro-olfaction qui est très importante à connaître avant la déglutition du vin. Ceci est fondamental. La rétro-olfaction donnera plutôt ce que l'on appellera les arômes de bouche, alors que l'antéolfaction donnera bien sûr ce qu'on appellera le bouquet et sa complexité. Mais plus que de cela, définissons ce que l'on appelle le goût du vin, ou plutôt ce que l'on préfère appeler la dégustation proprement dite. La dégustation proprement dite peut se définir de la manière suivante, de façon bien sûr très résumée. Elle ne peut avoir lieu bien sûr que dans un verre INAO, c'est-à-dire un verre dont la partie supérieure est plus longue et plus refermée, qui est rempli au tiers de ce liquide magique, et en fait qui va définir ce qu'on appellera un espace-tête dans lequel les odeurs vont se développer. En fait, ce ne sont pas les odeurs du vin, c'est en fait ce qu'on appelle le train des odeurs, le vin évoluant au contact de l'oxygène, et c'est ce train des odeurs tout à fait caractéristique qu'il est bon d'étudier avant même de déguster ou de boire ce vin. En fait, lorsque vous parlerez de dégustation du vin, lorsque vous définirez ce que l'on appelle la dégustation du vin, eh bien, il vous faudra bien sûr avant tout en définir la couleur, et là vous ferez intervenir la vision, et cette vision de la couleur avec sa netteté, sa brillance, sa limpidité, les teintes, l'intensité, mais ensuite vous pourrez le sentir, c'est ce qu'on appelle l'olfaction, c'est ce qu'on a défini comme étant l'antéolfaction, dans laquelle on définit 3 odeurs successives. L'odeur 1 qui est l'odeur, le vin immobile, l'odeur 2, vous savez, quand on agite ce verre, et l'odeur 3 après agitation. Enfin, vous évoluerez bien sûr vers la dégustation buccale proprement dite, la langue, avec les 3 dégustations successives, ce qu'on appellera D1, D2 et D3 dégustations buccales. D1, ce sera bien sûr l'attaque, c'est-à-dire prendre très peu de liquide sur l'extrémité de la lèvre avec la pointe de la langue pour en sortir l'attaque de ce vin, sa franchise, sa netteté, son caractère sucré ou moelleux. Puis ensuite, D2, ce sera l'évolution en bouche avec la mesure de l'acidité pour terminer en D3, vous le savez bien, sur ce qu'on appelle la finale. La finale, en fait, c'est juste avant d'avaler le vin, sur la partie postérieure de la langue, avec la rétro-olfaction, les arômes,
on peut dire que la finale est peut-être dans la dégustation l'élément le plus important. Et enfin, ensuite, vous définirez en fait dans les équilibres en 4 ce qu'on appelle la mesure des sucres, bien sûr, de l'alcool, bien sûr, des tanins et mieux encore des acides. Et ce sont les différents équilibres entre ces différents éléments, équilibre sucre-acide, équilibre acide et tanin, équilibre bien sûr sucre et alcool, qui définira le fait que le vin soit un vin fin, équilibré, régulièrement réparti dans ces différentes structures. Et vous pourrez ainsi conclure sur la qualité du vin, est-ce qu'il vous plaît ou est-ce qu'il ne vous plaît pas, mais surtout vous conclurez sur son aptitude à vieillir et qui fera qu'il faudra le boire plus ou moins tôt. Commençons cette présentation par un bref rappel embryologique de l'olfaction et des différentes structures qui lui appartiennent. Sur le plan embryologique et phylogénétique, l'olfaction se rapproche bien sûr de la langue. On peut dire que dans l'histoire du système, c'est très probablement la langue qui a commencé. L'embryologie est simple, elle part en fait de ce qu'on appelle le tube neural, de ce stade que vous connaissez tous à 3 vésicules cérébrales, antérieures, moyennes et postérieures, pour passer très rapidement à un stade à 5 vésicules, dans lequel vont nous intéresser en fait les 2 vésicules diencéphaliques et télencéphaliques. C'est sur cette vésicule télencéphalique, chose tout à fait extraordinaire, que va se développer un appendice antérieur, on pourrait presque dire un tarin cérébral, sorte de migration distale de ce qu'on appellera le bulbe olfactif. Et c'est ce bulbe olfactif qui se mettra en rapport au travers de la lame criblée de l'ethmoïde avec une migration de cellules des crêtes neurales, qui viendront former ce qu'on appellera les cellules de Schütz dans la tache jaune. Et si l'on schématise sur une coupe très simple, diencéphalo-télencéphalique, avec ce que vous connaissez bien comme étant le 3e ventricule, avec sa partie très importante sensitive représentée par le thalamus, et l'accollement de ce diencéphale au télencéphale, eh bien on comprend ainsi pourquoi lors de l'embryologie la partie olfactive sera immanquablement placée sur le télencéphale primitif, ce qu'on appellera l'archencéphale et qui deviendra bien sûr plus tard le rhinencéphale sur les parois internes des hémisphères cérébraux. Quant à l'origine épidermique de ce goût, elle est incontestable et si l'on prend par exemple un embryon de 3 semaines avec sa tache olfactive bien sûr, avec ici sa tache optique et sa tache auditive, sa placode, eh bien à ce moment-là vous pourrez définir ainsi, et ceci est très spectaculaire, la migration de cellules des crêtes neurales à partir de ces vésicules cérébrales. Ici bien sûr on est au stade à 3 vésicules cérébrales. Vous pourrez ainsi définir la migration de ces crêtes neurales, de ces nuages de crêtes neurales tube neural, et ce sont ces crêtes neurales qui viendront migrer en dessous de cette tache olfactive, donc dérivée épidermique qui sera à l'origine de ce qu'on appellera la tache jaune. Bien différente donc de la construction même du tube digestif. Vous savez, ce tube digestif en regard du stomodéum avec son tube digestif primitif, vous savez bien, stomodéum qui sera à l'origine de la construction linguale. Mais ce n'est pas tellement ici cette langue musculaire qui va se développer vers l'avant, organe cervical devenant facial, c'est surtout le fait que cette langue va immanquablement s'envelopper d'un épiderme et la muqueuse linguale n'est rien d'autre qu'un dérivé épidermique. En un mot, que vous preniez la tache olfactive ou que vous preniez la langue, la surface de la langue, ce sont à chaque fois des dérivés épidermiques dans lesquels des crêtes neurales vont migrer et s'installer sous la forme de cellules d'origine nerveuse, comme le seront les cellules de Schütz olfactives de la tache jaune, ou des cellules épidermiques différenciées sous l'influence par induction réciproque des cellules de ces crêtes neurales, de ces nuages périphériques, de ces crêtes neurales périphériques. Voilà pour les notions embryologiques très simples. Quelques mots, bien sûr, de phylogénèse. Phylogénèse pour bien expliquer, en fait, la construction proprement dite de ce système qui aura, comme on l'a vu, comme origine, en fait, la peau, et essentiellement la peau entre le premier arc maxillaire et le bourgeon nasal et frontal, les bourgeons nasaux et frontaux.
En phylogénèse, ce qui est amusant, c'est de constater que dans les êtres inférieurs, les bourgeons du goût, car au départ c'est seulement le goût, sont situés sur la peau. Ainsi, sur les premiers poissons, eh bien, la perception du goût d'odeur, entre guillemets, puisque vous êtes dans un liquide aquatique, on verra que l'olfaction a besoin de molécules hydrosolubles, est périphérique, et sur un poisson, les parties sensibles au goût sont périphériques, cutanées sur la tête. C'est intéressant de voir que, en fait, dans l'évolution embryologique, où vous n'avez qu'une seule cavité buccale au départ, comme par exemple les agnates ou la lamproie, c'est la séparation progressive de cette cavité buccale en partie nasale et en partie proprement dite buccale, avec au départ la langue qui vient lécher en fait les deux taches jaunes périphériques nasales, qui fait comprendre l'extrême proximité embryologique de la langue avec la tache jaune. Et c'est cette proximité embryologique qui est très probablement à l'origine du goût ou de la construction du goût. La langue va être privée de son contact nasal par la construction palatine, par la fermeture des lames palatines, et qui isolera donc un goût nasal et en fait un goût buccal, pour ne pas parler bien sûr d'olfaction. Ce qui est intéressant, c'est que la construction de cette olfaction va apparaître un petit peu plus tard, bien sûr, chez les amphibiens, où on ne peut pas là non plus parler de réelle olfaction. L'olfaction apparaîtra avec le passage aérien. C'est le passage en respiration aérienne qui crée obligatoirement l'olfaction en phylogénèse. Elle apparaîtra ainsi chez les reptiles. Et bien sûr, chez les mammifères, ce sera la construction proprement dite d'une olfaction, donc séparée, complètement séparée d'une gustation. En fait, on sait que les deux éléments restent extrêmement liés, et la perte olfactive dans un gros traumatisme crânio-facial, comme une disjonction naso-frontale, entraînera bien sûr une agueusie. Quand on perd l'olfaction, on perd en général tout le goût. L'olfaction, proprement dite, est un système qui est très intéressant sur le plan anatomique. L'olfaction, bien sûr, en fait, c'est la création au travers de cette tache jaune, si vous voulez, sous cette lame criblée de l'ethmoïde, tache jaune très caractéristique, car en fait, elle va être formée d'une muqueuse différenciée. Cette muqueuse différenciée va contenir à l'intérieur d'elle des cellules très particulières que l'on appelle les cellules de Schütz. Ce sont ces cellules de Schütz qui sont de véritables cellules neuronales, qui sont des neurones, dont les filets axonaux vont franchir, bien sûr, la lame criblée de l'ethmoïde pour aller se mettre en relation avec les deuxièmes cellules, celles qui sont situées à l'intérieur du bulbe olfactif, deuxième cellule que l'on appelle les cellules mitrales. Il est intéressant de constater que ces cellules mitrales qui vont migrer comme ça en périphérie reçoivent une foule de cellules de Schütz, et on considère qu'une cellule mitrale reçoit environ 1000 cellules de Schütz. Sur le plan histologique, lorsque l'on regarde cette cellule de Schütz, on s'aperçoit qu'elle a une forme particulière par la longueur et l'aspect vibratile de ses cils qui flottent en permanence dans ce liquide caractéristique, ce mucus caractéristique entouré de ces cellules de soutien, et en voyant apparaître sous ces cellules de soutien de temps en temps ce qu'on appelle les cellules de Bowman, celles qui sécrètent en fait ce mucus caractéristique dans lequel baignent les cils, ce mucus nasal caractéristique, celui qui devient plus abondant lorsqu'on est enrhumé et qui dilue ainsi les substances odorantes, en mettant à part ici la petite cellule basale très caractéristique. Ceci est important à connaître. Pourquoi ? D'abord, pour bien comprendre que les substances odorantes doivent être, pour être perçues, totalement volatiles. Et c'est la volatilité de ces substances odorantes qui est nécessaire. Si elles ont un poids moléculaire entre 300 et 30, eh bien évidemment, elles seront perçues. En dessous de 30, elles sont trop légères pour s'accrocher à la muqueuse nasale, et en dessus de 300, elles sont trop lourdes pour monter, comme par exemple le gaz de vie. Mais il faut qu'elle soit aussi hydrosoluble, car le mucus est bien sûr aqueux. Il faut qu'elle soit alcoolosoluble, puisqu'elles sont dans le vin.
et donc cette double association fait qu'elles stimuleront. Il est intéressant de constater que la tache jaune qui fait 2,5 cm² en haut de votre fosse nasale, au-dessus de ce cornet moyen, par l'intervention des cils, agrandit sa surface et l'on passe à peu près à 500 cm². En un mot, on passe de la taille de la pulpe d'un pouce à la taille d'une feuille A4 par la simple multiplication de surface liée aux cils. Ce qu'il est intéressant aussi de répéter, c'est que les cellules basales, lors de l'usure en fait de la cellule de Schütz, deviendront elles-mêmes une cellule de Schütz. En fait, il y a une régénération nerveuse permanente de votre muqueuse olfactive. On peut dire que si le vin vieillit et si vous vieillissez, votre nez est renouvelé en permanence avec une demi-vie de 50 jours. Savez-vous que vous changez de muqueuse nasale tous les 100 jours, tous les 3 mois? En fait, votre nez, lui, ne vieillit jamais. Sur le plan de l'olfaction, il nous faut, après cette présentation, définir non plus l'olfaction proprement dite, mais plutôt les voies olfactives. Celles-ci sont complexes. Ces voies olfactives vont mettre en jeu, en fait, des structures cérébrales que vous connaissez déjà tous. C'est pour ça que j'en parlerai de façon brève. Ces structures cérébrales que vous connaissez tous peuvent être schématisées de la manière suivante sur une coupe interhémisphérique. Cette coupe interhémisphérique va nous permettre de mettre en place des éléments que vous connaissez bien, comme par exemple le troisième ventricule, mais aussi et encore le corps calleux, pour ensuite définir ceci de façon extrêmement schématique, la face interne des hémisphères. En fait, ce qui est intéressant et ce que je voudrais vous montrer là, ce n'est pas tant la construction même cérébrale que les différentes constructions des voies nerveuses issues du bulbe olfactif. En fait, ce bulbe olfactif, et ceci est la première notion importante, les voies olfactives sont des voies extrêmement primitives. Elles viennent de la nuit des temps. On appelle cela le rhinencéphale ou l'archencéphale. Et ce rhinencéphale très particulier, en fait, n'est qu'à 2 neurones. C'est dire son aspect primitif, c'est dire son aspect instinctuel. On dit qu'il est très hormonal, hormonodépendant et bien sûr très émotionnel. Il sera d'ailleurs en rapport, on va le voir, de façon primitive avec l'hypothalamus. Et l'on sait le nombre de syndromes hormono-endocriniens qui s'accompagnent d'une anospie. Et à l'inverse, on peut parler là brièvement de l'organe de Jacobson et des phérormones, c'est-à-dire en fait de l'aspect sexuel, proprement sexuel de l'olfaction. Ce bulbe olfactif se continue, comme vous le savez bien, par les bandelettes olfactives qui se terminent par 2 racines blanches externes, la voilà, et interne. La racine blanche interne a ceci de très particulier, elle se termine dans le noyau de l'uncus de l'hippocampe, ce qu'on appelle le noyau amygdalien. La racine blanche externe va, elle, rattraper, et ceci est très intéressant et très amusant, le nerf de l'encisie dont on va reparler tout à l'heure, nerf de l'encisie qui va réaliser l'arc marginal externe de Zuckerlkand en se continuant en corps gaudronné, lui-même se terminant au niveau du noyau amygdalien. On sait qu'il existe une racine grise et cette racine grise très caractéristique que voici ici située, cette racine grise pénètre dans cet espace et va très probablement se terminer au niveau de ce noyau olfactif très important réalisé par le tubercule mammillaire. Le tubercule mammillaire est très probablement en rapport avec la substance réticulée et réalise ce qu'on appelle l'éveil olfactif. C'est bien cela que l'on rééduque en fait dans un diplôme de dégustation. Mais vous connaissez tous cette distribution, on peut penser que c'est l'amygdale qui est informée en premier de la substance olfactive et que c'est la première reconnaissance. La racine blanche externe va réaliser, elle, bien sûr, avec les échanges trigonaux, c'est-à-dire le passage par le trigone lui-même au niveau de ce qu'on appelle les piliers antérieurs et postérieurs du trigone qui se place juste en dessous, vous le savez bien, de ce corps calleux et qui se continue par la fimbria pour lui aussi se terminer sur le noyau amygdalien et se continuer par la bandelette de Giacomini en nerf de l'encisie. En fait, vous avez au-dessous de ce septum lucidum, ici représenté, ce trigone qui n'est rien d'autre avec la commissure blanche interhémisphérique
et bien sûr le tubercule mammillaire, ce trigone qui n'est rien d'autre qu'une structure d'échange, une commissure interhémisphérique. Et vous voyez que le trigone, en fait, distribue à droite et à gauche dans le système cérébral, dans l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, l'information olfactive. En un mot, vous avez ce qu'on appelle une stéréo-olfaction, et cette stéréo-olfaction va distribuer à droite et à gauche votre olfaction. Vous pourrez ainsi repérer dans ce qu'on appelle la recherche alimentaire olfactive d'où vient cette odeur particulière afin d'assurer votre subsistance. Ces circuits réverbérants de papèse, du rhinencéphale qui vont se distribuer progressivement aux différentes aires corticales olfactives que sont les aires bien sûr internes, mais aussi T5, vont réaliser par les aires de 23, 24 et bien sûr 26 et 28, les aires du système limbique de Broca. Et ce système limbique de Broca qui est très lié à l'olfaction est quelque chose de très important. Et en fait, vous allez avoir une transmission directe sur des noyaux hypothalamiques et sur le thalamus proprement dit. Le thalamus proprement dit que vous voyez apparaître ici, et donc toute la partie antérieure est olfactive, et nous placerons ici un noyau hypothalamique antérieur, très important lui aussi dans l'olfaction. On peut dire ainsi que la racine, le noyau olfactif antérieur hypothalamique est un des premiers informés, alors que le faisceau, que vous connaissez bien tous, de Vic d'Azir, lui va redistribuer sur les aires corticales olfactives les différentes informations ainsi préparées. D'aucuns ont dit d'ailleurs que ces circuits de papèse et ce système limbique qui jouent un grand rôle dans l'instinct et l'émotion auraient aussi une grande importance dans les phénomènes de mémoire. Et l'on peut dire que chez les animaux inférieurs, comme le chien, on pourrait parler de l'éléphant bien sûr, la mémoire n'est qu'olfactive, et que cette mémoire purement olfactive est devenue chez nous peut-être la construction de notre mémoire à nous, ou pour le moins émotionnelle. Car en fait, la construction cognitive pure de ce système est en fait en grande partie réalisée au niveau du cortex intelligent, dit cortex préfrontal, qui est l'aire 11 et qui est très probablement l'aire purement cognitive. Cette construction du système olfactif complexe a seulement 2 neurones, je vous le rappelle, un neurone au niveau de la tache jaune, la cellule de Schütz, et bien sûr un deuxième neurone au niveau du bulbe olfactif qui distribue ainsi ces fibres nerveuses, rend compte de l'aspect très primitif de ce rhinencéphale dont on dit qu'il apporte en lui-même tout notre cerveau primitif reptilien, instinctuel et émotionnel. D'ailleurs, on pourrait dire que la dégustation est une sorte de rencontre avec soi-même, une sorte d'auto-intimité dont on ne peut se sortir qu'en en parlant avec les autres. C'est l'aspect communicant de la dégustation des vins. Une autre petite notion physiologique amusante, c'est que dans notre système, si vous voulez, le goût est beaucoup moins sensible que l'olfaction, et l'olfaction est beaucoup moins sensible que la vision. On peut dire l'olfaction 200 fois moins sensible et le goût 2000 fois moins que l'olfaction. Donc il y a incontestablement un système évolutif, ce qu'on appelle une pression évolutive, qui est liée en fait au passage terrestre, à la vie aérienne et bien sûr au développement cérébral, à ce qu'on appelle la conceptualisation olfactive. Il est d'ailleurs intéressant de se rendre compte que le codage cérébral de cette olfaction, le codage cérébral de cette olfaction, le codage cortical, est temporospatial. Temporospatial parce que ce codage temporal permettra par la fréquence de doser l'intensité, bien sûr, et par l'aspect spatial de faire ce qu'on appelle de la reconnaissance des odeurs. En fait, ce codage spatial est simple, il est comme souvent au niveau cortical, par carte géographique extrêmement simple, et si l'on prend une odeur A, eh bien on la reconnaîtra parce qu'elle active 2 localisations proprement dites du système cortical, alors que la substance B activera, elle, sur la même information sensitive, 2 autres zones. En fait, la reconnaissance se fera par une localisation spatiale d'activation du cortex. Ce qui est intéressant, c'est que l'odeur A plus B n'aura strictement rien à voir et amènera à un codage encore différent, et ce qui fait que les odeurs ne s'additionnent pas et ne se mélangent pas, elles ne se soudent pas, et A plus B deviendra une autre odeur. C'est complètement différent de la première, ce qui est très important, vous le savez bien, dans la dégustation des vins.
Voici pour ces notions toutes simples de systématisation olfactive générale. Nous pouvons passer maintenant sur le tableau suivant, sur en fait la construction linguale. La construction linguale, c'est-à-dire en fait la langue, c'est-à-dire en fait la gustation proprement dite. On sait aujourd'hui que la langue est un phénomène assez particulier parce que la langue va définir en fait, en la voyant en vue latérale bien sûr, mais aussi en vue supérieure, la langue va permettre ainsi de définir deux zones en regard du V lingual. Et ces deux zones sont assez classiques et assez connues et très admises en dégustation. La langue va définir ainsi, par rapport à ce V lingual, trois territoires. Un territoire antérieur qui sera innervé par le 7 bis, on va voir que ceci est en fait un jeu des structures nerveuses, le territoire du V lingual par le 9 et le territoire postérieur par le 10. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et si on définissait autrefois une sorte de carte de la gustation linguale que vous connaissez tous, avec par exemple la pointe de la langue pour le sucré, bien sûr, les bords de la langue pour le salé, et bien sûr les bords plus postérieurs et plus largement pour l'acide, avec la partie centrale, on va le redire, pour le tact. Bien sûr, on pouvait placer en arrière et sur le V lingual ainsi qu'en arrière ce qu'on appelait l'amère. On a pu définir ainsi sur cette langue 4 saveurs, et ces 4 saveurs sont récentes. Vous savez, autrefois, il y avait 7 saveurs qui venaient en fait des 9 saveurs de Trévoux. On distinguait autrefois, bien sûr, vous l'avez vu, le sucré, on distinguait le salé, on pouvait mettre l'acide et ici l'amer. Mais autrefois, on avait bien plus, on avait d'autres saveurs. D'ailleurs, l'absence de saveur était elle-même une saveur. On appelait celle-ci l'insipide. On décrivait bien sûr l'âpre. L'âpre, c'est l'astringence, je vais vous en parler. On définissait l'âcre, qui est l'hyperamertume. On pouvait même essayer de définir des saveurs supplémentaires comme l'astringence elle-même, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les protéines de la muqueuse linguale, les protéines du mucus, de se rétracter sous l'effet de certaines substances, comme par exemple les tanins, et les tanins entraînant une certaine rétraction linguale, rétraction des muqueuses, entraînaient ce que l'on appelait l'astringence. Et puis dans l'évolution des choses, on a dit que ce tact facial, qui je vous le rappelle, est sous le territoire du 5, n'était pas réellement du goût, et on l'a éliminé des 4 saveurs. Et Dieu sait si aujourd'hui cette astringence définit ainsi la partie la plus délicate de la dégustation. En fait, lorsque je peux vous construire en quelques minutes cette systématisation linguale en utilisant une vue de face mais extrêmement simplifiée, et je m'en excuse par avance, du bulbe bien sûr, et de l'émergence des 3 nerfs importants, que ce soit issus de la fossette latérale du bulbe, que nous schématiserons de la manière suivante, le 7 et le 7 bis se terminant tous les deux dans le ganglion géniculé, ce 7 et ce 7 bis très caractéristique qui intervient, on va le voir, dans la dégustation. Le ganglion géniculé, on le verra, n'étant que l'élément contenant les corps cellulaires des premiers neurones de cette voie gustative. Bien sûr, il faudra ajouter le 9 avec les ganglions de Andersch et de Ehrenritter, et bien sûr, très simplifié, très schématique, le 10 avec le ganglion jugulaire et le ganglion plexiforme. Bien évidemment, si de façon extrêmement simple, je place là ma muqueuse buccale avec ses différents impacts neurologiques et que vous preniez par exemple le capteur issu de la partie 2 tiers antérieure de la langue, ce capteur qui sera en rapport avec un bourgeon du goût pourra ainsi informer de façon simple par un premier neurone le ganglion géniculé. Et ce ganglion géniculé, par son premier neurone, passant par le 7 bis, viendra se terminer dans le tronc cérébral. Vous l'avez bien compris, la région du V lingual, le 9, informera, lui, bien sûr, le 9, les corps cellulaires se situant au niveau du ganglion d'Andersch. Pour se terminer, on va le voir au niveau du tronc cérébral. Et vous avez bien sûr tous deviné que le territoire postérieur, le 10, lui, va informer par le ganglion plexiforme ce même noyau du tronc cérébral.
Ceci nous permet de mettre en évidence ce qu'on appelle le tronc cérébral. Ceci nous permet de mettre en évidence ce qu'on appelle la systématisation des voies gustatives, et cette systématisation des voies gustatives vous permet de vous rendre compte qu'elle est classiquement, on va le voir, à 3 neurones. Cette construction gustative à 3 neurones est tout à fait intéressante. Elle permet de mettre en évidence le fait que ce ne sont pas tellement les nerfs crâniens qui commandent ce noyau du tronc cérébral, ce noyau que l'on appelle branchiosensible, ce grand noyau branchiosensible que l'on appelle le noyau gustatif de Najotte ou noyau du faisceau solitaire. Que contient en fait ce noyau? Eh bien, il contient l'ensemble des deuxièmes neurones de la voie gustative qui vont monter vers le thalamus pour un deuxième neurone bulbothalamique. Il est donc intéressant de constater que ce n'est pas tant les nerfs qui décident, c'est la hauteur du noyau gustatif qui utilisera les différents nerfs en regard pour recevoir ces informations linguales. Il sera d'ailleurs amusant de constater qu'en fonction de votre stimulation linguale, eh bien, vous aurez une sécrétion salivaire antérieure par le noyau salivaire supérieur en rapport avec le 7 bis bien évidemment, et vous aurez par le canal de Sténon une stimulation salivaire parotidienne postérieure qui est commandée, vous le savez bien, par le noyau salivaire supérieur sous le contrôle du 9. Mais n'entrons pas dans ces détails pour présenter de façon la plus simple possible la systématisation vers la partie ascendante de ce tronc cérébral, de ces voies gustatives. En fait, pour le dessiner de façon très simple, ce noyau gustatif de Najotte, qui est l'ensemble des deuxièmes neurones de la voie gustative, va envoyer son deuxième neurone vers l'élément thalamique, le noyau ventero-médial postérieur du thalamus. C'est pas n'importe quelle partie de ce noyau, une petite partie de ce noyau que l'on appelle le noyau semi-lunaire, qui est le noyau gustatif du thalamus, qui va comprendre en fait le troisième neurone. Et le deuxième neurone, on l'a vu, montera directement vers ce thalamus au niveau de ce noyau semi-lunaire purement gustatif, et le thalamus distribuera son troisième neurone vers le cortex gustatif. Le cortex gustatif reste encore aujourd'hui discuté, ce sont les aires 36 et 38 de Brodmann, aires 36 et 38 de Brodmann, qui se placent en fait en regard de la partie tout à fait antérieure du pôle temporal, et cette partie tout à fait antérieure du pôle temporal, plus ou moins grande selon les auteurs, c'est ce qu'on appelle la partie gustative que Brodmann avait classée comme l'aire 38. On n'a pas étudié la cartographie de l'aire 38, on ne connaît pas le codage gustatif au niveau de cette aire 38, mais on sait aujourd'hui qu'il est là aussi temporo-spatial, temporal étant la fréquence qui, comme vous l'avez vu, gère l'intensité, et spatial étant un codage à l'identique de l'olfaction, très probablement par localisation sur l'aire corticale totalement insignifiante de l'information gustative. Vous savez que les épilepsies temporales entraînent souvent des hallucinations gustatives. Il est intéressant de mettre en évidence dans la différence entre l'olfaction et la gustation le fait qu'il y a apparemment moins de transmission bilatérale hémisphérique, et que le corps calleux réalise très probablement par cette communication interhémisphérique l'information des deux hémisphères. Et donc on ne peut pas dans la langue, comme on l'a fait pour les deux fosses nasales, la droite et la gauche, distinguer une information qui serait latéralisable. La langue ne permet pas de s'orienter vers une recherche de nourriture. La langue est là, dans son aspect là aussi nociceptif, pour recevoir l'information périphérique. Et nous terminerons par des notions générales cérébrales. En fait, comment cette organisation cérébrale réagit-elle en fait à l'information olfactive? D'abord, ce goût qui est une sorte de mélange d'olfaction et de gustation et de goût lingual proprement dit, est très probablement lié à la recherche de nourriture. La recherche de nourriture à la fois spatiale, et bien sûr quantitatif. La langue serait peut-être plutôt là, et qualitative, pour gérer l'aspect quantitatif. D'aucuns disent que l'olfaction est essentiellement une olfaction chimique, alors que la langue sera une olfaction bien sûr physique.
Il est certain aussi que le nez, avant la langue, est là pour en fait éliminer toute alimentation dangereuse. Et qu'en fait, si l'odeur est mauvaise, on ne mangera pas. Et si par exemple l'odeur est bonne, mais que le goût est mauvais, on aura un réflexe de non-déglutition. C'est cette non-déglutition qui est si importante dans la gestion de cet aspect nociceptif de la dégustation. Mais n'oublions pas que le goût est aussi un aspect visuel et que le système visuel est devenu aujourd'hui prédominant. Et que si l'on schématise, par exemple, sur un cerveau comme ceci, les différentes aires corticales qui interviennent de façon, là, vous le voyez bien, extrêmement schématique, eh bien, vous pouvez dire que le premier élément qui sera informé dans l'aspect dégustatif d'un verre de vin, c'est le cerveau visuel. Le cerveau visuel est informé 300 millisecondes avant même la moindre notion olfactive. L'aspect suggestif de la dégustation des vins est très important. Vous savez, vous avez tous été piégés par la dégustation de certains graves de Pessac-Léognan qui sont des blancs boisés, et il suffit de mettre un colorant rouge dans ce verre de blanc pour tromper l'ensemble des meilleurs dégustateurs. La vision est extrêmement suggestive. Mais n'oubliez pas non plus que dans ce système intervient en grande partie, bien sûr, l'aspect lingual de la gustation et, entre guillemets, en transparence sur ce cortex, l'aspect olfactif. Bien sûr, l'élément essentiel du système cognitif, c'est le cortex préfrontal, l'aire 11, qui réagit. Il ne faut pas oublier que l'audition compte aussi et que dans le goût, le bruit que fait le vin quand on le verse dans le verre, et surtout cette sensation particulière du bruit quand on crache le vin, bien évidemment, l'aspect pétillant d'un champagne est fondamental. Le côté auditif participe grandement à la dégustation. Rien que le bruit de ce bouchon qui saute est déjà extrêmement prometteur. Mais ce qui m'a intéressé et ce qui m'intéresse de développer devant vous maintenant, c'est l'aspect tact du goût. Beaucoup de gens on travaille beaucoup aujourd'hui ce côté tact du goût. Ce côté tact du goût est en fait géré essentiellement par le 5 et vient placer ainsi sur les aires corticales 3, 1, 2 de cette aire pariétale ascendante qui est en fait, cette aire pariétale tout court, et qui est en fait le cortex sensitif proprement dit. Vous savez très bien que sur ce cortex sensitif, vous allez pouvoir placer, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de façon extrêmement schématique, l'homonculus de Penfield, et que sur cet homonculus de Penfield, vous pourrez placer dans la partie basse l'extrémité inférieure, non pas le nez sur le plan olfactif, mais bien sûr le nez sur le plan sensitif, et vous viendrez placer surtout ce territoire que j'exagère beaucoup de la langue et des lèvres, en dessous même proprement dit de l'aspect phonatoire. En fait, on se rend compte que sur toute une surface corticale sensitive, eh bien presque un tiers est représenté par l'extrémité faciale, et dans ce tiers, quasiment un nouveau tiers pour la seule extrémité linguale. Donc le tact lingual, ce tact lingual qui est sous la dépendance du 5, on l'a vu tout à l'heure, et qui est en fait dépendant du nerf lingual, c'est-à-dire d'une branche du 5-3, est devenu aujourd'hui fondamental. Il est devenu fondamental car c'est lui qui va vous donner ces sensations très particulières de gras dans un vin, bien sûr, de volume avec un vin sec, de fluidité, bien évidemment, et surtout, ce qui est très important, d'astringence. L'astringence est un goût tactile. C'est la perception des tanins à la finale de votre dégustation. Si vous avez la sensation, cette sensation particulière de cette rétraction linguale par réaction des tanins et des protéines, ce qu'on fait d'ailleurs tout à fait banalement dans le collage des vins, au blanc d'œuf par exemple, ou bien sûr cette sensation de sécheresse à la fin de la finale de la dégustation, eh bien à ce moment-là, vous pouvez dire que ce vin est extrêmement tannique, l'astringence devenant alors un défaut du vin. Et c'est ça le but d'un bon vigneron, c'est d'arriver à lisser, à arrondir les angles de ces tanins afin qu'ils soient bien sûr moins acides et moins astringents. Un mot pour vous dire à quel point on reconnaît aujourd'hui un rôle important au lobe de l'insula qui est très probablement par son aspect viscéral et digestif très inclus dans son sillon, dans sa scissure de sylvus, ce lobe de l'insula dans sa scissure de sylvus dans les phénomènes de dégustation.
Alors comment dire? Eh bien, on peut dire aujourd'hui, ceci est vrai, qu'il n'y a pas d'aire corticale olfactive, de la même façon qu'il n'y a pas de zone particulière sur la langue pour le sucré et l'acide, ceci est revenu et remis en cause. En fait, il n'y a pas, à part la mer peut être sur la langue de zones sucrées, de zones salées. Il y a des milliers de bourgeons du goût dans les papilles caliciformes, dans les papilles fongiformes, et ces milliers de bourgeons du goût sont capables de réagir de la même façon d'ailleurs que les cellules olfactives avec différentes substances sapides. Non, on peut dire que la dégustation, qui est devenue un phénomène hautement intellectualisé, fait intervenir une multiplication d'aires corticales, et c'est l'éveil cortical global avec différentes lampes qui s'allument, que ce soit la lampe gustative, que ce soit la lampe olfactive, que ce soit la lampe visuelle, que ce soit la lampe tactile, et c'est l'ensemble de ces réactions très particulières qui vont faire réagir votre aspect cognitif au niveau préfrontal. En fait, on pourrait dire, en exagérant bien sûr beaucoup, qu'il y a dans l'aspect dégustatoire, dans l'aspect cérébral de la dégustation, deux aspects. Dans l'aspect cérébral de la dégustation, deux aspects. Ces deux aspects sont en fait des aspects à la fois, instinctuels, on l'a vu, primitifs, émotionnels, instinctuels, basiques, primitifs. Géré, vous l'avez vu, par l'hypothalamus, par la gestion des hormones, par la gestion de la satiété, de la soif, du désir. En fait, une notion fondamentale dans la dégustation du vin qui est hypothalamique, qui est celle du plaisir. Et en fait, vous pouvez ainsi ajouter un aspect cognitif intelligent à cette dégustation des vins, cet aspect raisonneur, cet aspect lié à l'expérience du dégustateur, bien sûr à sa mémoire. Et c'est à partir de cet aspect cognitif que le dégustateur pourra, par son expérience, juger de la qualité d'un vin. Mais n'oublions pas bien sûr, que tout ceci est extrêmement faussé et que la dégustation d'un vin fera intervenir certes le vin, mais le goût du vin n'existe pas. Le goût d'un vin n'est pas le goût du vin, mais le goût du dégustateur qui goûte ce vin. Et mieux encore, ce n'est pas tellement le goût de celui qui goûte, que surtout le goût du contexte dans lequel on le goûte, la lumière, la température, l'installation générale. Vous savez qu'on ne goûte pas un vin de façon identique lorsque, par exemple, on fait intervenir la température du vin, par exemple. Et savez-vous que le 5 gère bien sûr à la fois la thermalgésie, la proprioception et les aspects chimiques proprement dits, liés à l'H+, par exemple, au Na+, au CO2 ou au SO2. Et lorsqu'on dit qu'un vin est sulfaté, c'est parce qu'on le sent mal sur la langue. Il a été trop sulfité pour éviter de façon hygiénique les maladies de ce vin. Donc, en fait, la dégustation est un phénomène hautement intellectualisé, hautement culturel, et on est passé tout doucement d'un aspect primitif, instinctuel, à un aspect extraordinairement téléncéphalique, extrêmement différencié, extrêmement intelligent, qui est l'aspect culturel de la dégustation du vin. On pourrait dire en conclusion, pour exagérer bien sûr, que 90%, on ne sait pas, c'est un chiffre que je vous donne au hasard, 90% de la dégustation, de l'appréciation d'un goût du vin est appris, récité, dirions-nous en exagérant. Et vous savez que le vrai plaisir de la dégustation d'un vin, c'est en fait de piéger un excellent œnologue en lui servant à l'aveugle un verre d'un Bordeaux supérieur particulièrement élégant. Il va juger ce vin en toute objectivité, et le jugeant en toute objectivité, il va avoir un mal fou à le décrire. Alors que la moindre connaissance du vin qu'on goûte, ne serait-ce que l'appellation, va vous entraîner dans un phénomène de raisonnement purement culturel à raconter les qualités de cette appellation. On pourrait presque dire que la seule vraie dégustation, celle qui va amener à un plaisir à la fois alimentaire et gustatif, est la dégustation d'un vin dont on connaît le château. Mais la vraie dégustation, celle qui est objective et honnête, c'est celle qui se réalise à l'aveugle. Bien évidemment, dans cette vision cérébrale de cette gestion intellectuelle de la dégustation,
on ne fait pas intervenir de notions particulières de mémoire. Et pourtant, on sait que la mémoire olfactive existe, on sait que la mémoire du goût existe, on sait que très probablement ces aires corticales de mémorisation des faits récents et des faits anciens est très probablement très rhinencéphalique. Mais la vraie mémoire intellectuelle, la vraie mémoire scientifique du vin, elle est au niveau du cortex préfrontal. En fait, un dernier mot pour conclure cette présentation serait de dire qu'il existe dans cette mémoire très probablement une latéralisation hémisphérique et que l'on peut dire que le goût du vin, ou du moins la dégustation, est essentiellement géré par l'hémisphère droit. Celui qui parle du vin, c'est l'hémisphère gauche, car c'est lui qui raisonne, c'est lui qui réfléchit. Le côté émotionnel, le côté artistique, le côté esthétique du vin est géré dans votre hémisphère droit. Le côté raisonnant, le côté intellectuel, le côté scientifique sera exprimé par l'hémisphère gauche. C'est redire encore une fois le côté purement intime, purement personnel de la dégustation d'un vin. Et si vous devez donner un avis sur tel ou tel vin, eh bien vous donnerez votre conviction personnelle, sans tenir compte, si possible, des données de l'étiquette. Et vous verrez que vous avez une sorte de conflit. Vous assistez à un double conflit, un conflit olfactif-gustatif. Et vous savez que l'on dit qu'un vin peut avoir un nez prometteur et être terriblement déçu par son aspect gustatif. Vous allez assister à un deuxième conflit, qui est en fait le conflit émotion, le conflit cerveau primitif, cerveau intelligent, le conflit émotion-raison. Vous ne savez pas pourquoi ce vin vous émeut et vous avez un mal fou à exprimer votre émotion. Et donc vous allez retomber sur la seule chose que vous savez faire, en parler aux autres. Et vous verrez combien il est difficile de transmettre aux autres le plaisir qu'on a eu à le déguster. Et enfin, le dernier conflit, bien sûr, vous me voyez venir, est un conflit interhémisphérique, droit et gauche. C'est-à-dire, en fait, cette bagarre permanente qui fait tellement intervenir votre suggestion. On a fait déguster, pour vous donner un exemple, à des grands œnologues, 3 vins. Un vin de supermarché, un vin de négociant et un vin de château. Et on leur a dit, on vous demande simplement de reconnaître le meilleur. À l'aveugle, ils ont bien sûr classé les vins et ils se sont rendus compte que le classement des vins ne correspondait jamais à l'origine. Et pourtant, spontanément, ils auraient classé les châteaux du meilleur au plus faible en disant c'est le château, puis le négociant, puis le supermarché. La suggestion corticale est devenue fondamentale. Et n'oubliez pas que votre dégustation dépendra toujours de votre état à vous. Et selon que vous vous levez le matin sucré, salé, acide ou amer, vous trouverez que le vin ressemble beaucoup à votre caractère. Je vous remercie.